de Femme à Femme. Bonjour, je suis Hélène et je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourraient vous toucher, vous inspirer ou tout simplement changer la vôtre. Une chose est certaine, ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle semaine de votre podcast de Femme à Femme, la femme que j'ai en face de moi aujourd'hui. Comment est-ce que je pourrais la décrire ? En fait, c'est j'allais dire un paradoxe, mais non, parce qu'elle est extrêmement exigeante. Elle a un métier qui demande de beaucoup de rigueur et elle a ce côté artiste, profondément artiste, ce côté où elle laisse parler son imagination, où elle se laisse guider et inspirer. Et en fait, ça peut paraître étrange, mais je pense que c'est sa soupape de sécurité. Mais peut-être qu'on en saura un petit peu plus. Bonjour Laurence. Bonjour Hélène. Voilà, c'est comme ça que je te perçois. Ben voilà. Alors, je ne la connais pas plus que ça, je vous dirais très sincèrement. Donc, je suis comme vous. J'attends avec impatience de savoir la tranche de vie qu'elle souhaite partager avec nous aujourd'hui. Alors, tu parlais tout à l'heure de paradoxe, mais la tranche de vie que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est celle d'après-divorce, d'après-séparation. Pourquoi je veux en parler ? Simplement parce que certaines situations, souvent, nous ramènent souvent à nous-mêmes et on ne veut pas le voir. Et je crois que mon divorce a été une période de ma vie où j'ai enfin décidé de me choisir. C'est facile à dire, mais un peu plus compliqué à faire. C'est pas facile. La mise en pratique, c'est autre chose. La mise en pratique, c'est autre chose, et je crois que je mets toujours en pratique et que j'arrêterai jamais de mettre en pratique. Parce que des fois, on est un peu têtus, nous les femmes, un peu perfectionnistes, qui se prenons pour des superwoman, avec l'éducation qu'on a eue. Et je crois que, j'en rigole aujourd'hui, parce que je n'ai gardé aucune colère de cette période, même s'il y a eu des douleurs et des pleurs. Mais très sincèrement, c'est celle-là, l'après-divorce. Tu as divorcé quand ? J'ai divorcé, alors, je ne m'en rappelle même plus à quelle date, tellement ça a été long. L'année, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 5 ans, figé, ça fait 2 ans. On va dire que 2015, j'étais délivrée, soulagée. Mais ô combien, je dirais aujourd'hui, complet et heureuse. Et ça peut surprendre beaucoup de femmes, peut-être, ou beaucoup de personnes. Mais je remercie grandement mon ex-mari, très sincèrement. Malgré toutes les douleurs, malgré tous les coups bas. Mais je lui dis, j'ai envie de lui dire, mais chérie, ex-chérie, merci. Parce que la femme que je suis aujourd'hui, c'est aussi un petit peu grâce à lui. Très sincèrement. Vous étiez mariée depuis combien de temps ? Alors, on était mariés depuis, on va dire, je me suis mariée... c'est tellement couillon, j'oublie même la date à laquelle je me suis mariée. Mais je me suis mariée en 2005. Ah oui, ça y est, ça revient. 10 ans. 2005-2015, ouais, si on enlève les quelques phases de raté, on va dire. On va dire entre 7 et 10 ans, quoi. Mais ceci dit, oui, ça a été malgré tout des années de bonheur, parce que j'ai eu, donc avec mon ex-mari, j'ai eu 2 beaux enfants. Et j'ai surtout eu le cadeau du ciel, ma fille, que je souhaitais tant. Donc, encore une fois, je lui dis merci. Et il m'a permis aussi, mon ex-mari, de découvrir, même dans la douleur, je veux dire, un autre territoire qui est la Nouvelle-Calédonie. Donc, une fois de plus, je lui dis encore merci. Vous voyez, malgré tout, je lui dis merci. Et moi, je me dis... Le divorce s'est fait en Nouvelle-Calédonie ou après ? Ah non, le divorce s'est fait à mon arrivée en Guadeloupe, parce qu'on est parti en Nouvelle-Calédonie pendant 4 ans. Donc, mon fils avait quelques mois, donc Lilian, le deuxième, puisqu'il est né en 2006. On est parti en 2006, on est revenu en 2010. Et ça a été en 2010 où j'ai dit non, mais attends, c'est bon, t'es pas heureuse. C'est bien pour la société de montrer que tu es mariée, que tu as des enfants. Alors oui, tu as voulu casser un schéma que tu as vécu pendant ton enfance, c'est-à-dire vivre qu'avec ta maman. Donc tu avais l'idéal dans ta tête d'une famille à tout prix.
Et en fait, ben ouais, bon, je me suis trompée, en fait. Je me suis trompée, donc je me suis dit non, tu peux pas faire ça et ne pas t'aimer, c'est pas possible. Parce qu'en fait, finalement, t'aimes pas ton mari non plus, tu t'aimes pas. Donc commence par t'aimer et reprends le film. Allez, on reprend le film. Du moins non, on passe à un autre épisode. Je vais pas dire reprendre le film parce que je suis pas revenue malgré tout. Je suis passée à un autre épisode. Je dis bon, on met un terme à cet épisode et puis on va Oui, en non, t'as écrire un carrément autre. changé de scénario, donc. Ah mais totalement. Totalement parce que, vous Qu'est-ce qui savez, a été le plus compliqué pour toi dans justement l'écriture de ce nouveau scénario après ton divorce? alors, ce qui a été le plus compliqué dans l'écriture, c'est être une maman parfaite. C'est ça. Être une maman parfaite. Pourquoi? Parce que j'avais une certaine pression de mon ex-mari qui était un procédurier et j'avais tellement peur de perdre mes enfants que je finissais par m'oublier moi-même. Il Et voulait t'enlever tes enfants. ben, je ne sais pas vraiment s'il voulait m'enlever mes enfants, parce que quand il fallait certaines fois qu'il exerce son droit d'hébergement et de visite, il ne le faisait pas. Non, je pense qu'il était plus prêt à... Il n'acceptait pas, je pense. Je pense que il n'acceptait pas. C'était peut-être une façon de me prouver, peut-être, hein, qu'il m'aimait tellement. Je préfère me dire ça comme ça et rester positive. Mais là, c'était pas de l'amour. C'était, voilà, on va dire que c'était plus un peu, avec un peu de recul, plus de la possession. Donc, il fallait qu'il trouve par tous les moyens. Et ça a été par 12 procédures. Bah, 12. Ah oui, quand Ah même. oui, quand même, ouais, mais je les ai gardées dans une petite boîte là, donc maintenant je rigole de tout ça. Mais oui, 12 procédures. J'ai fait le GEX, le pénal, la médiation pénale, j'ai tout fait. Passé au tribunal, au JAF, combien de fois j'ai tout fait. Tout fait. Jusqu'au notaire, bon, quand il fallait faire la liquidation, puis à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, liquidation, moi je fais pas ça. Tu peux garder ton argent, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Mais là, J'arriverai il à a me peut-être construire. compris en effet que ce que tu voulais, c'était juste ta Ah, mais je liberté. pense que jusqu'à maintenant, il a toujours pas compris, hein. Ah, Ah non, 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 il a toujours pas compris. Mais bon, ceci dit, avec le temps, tout va, tout s'en va. Et donc, maintenant, j'en rigole. Mais j'ai passé des périodes où je ne riais pas. Parce qu'il faut qu'on prenne conscience d'une chose, malgré tout. C'est que quand il y a des enfants en jeu, ce sont des éponges. Ils nous observent, ils nous regardent. Et on ne peut pas tout leur cacher. On ne peut pas leur cacher la tristesse, on ne peut pas leur cacher bien souvent des pleurs, même quand on veut mettre le mascara qui va bien, laver son visage 50 fois et leur expliquer qu'on fait des allergies. Ça passe un temps, mais ça passe pas tout le temps. Donc ça a été quelque chose de très compliqué, mais qui m'a valu aussi quelques rappels de mon corps, parce que j'aime à le répéter, les mots du corps sont les mots de l'âme. Et j'avais beau essayer d'être la superwoman que je voulais, mais mon âme hurlait, je l'entendais pas. Ben, mon corps a fini par me dire, mais il faudrait peut-être que tu t'arrêtes, arrêt forcé, pour que tu puisses t'occuper de toi et arrêter de culpabiliser surtout. C'était ta décision, tu dois l'assumer. Et puis, mais tout ne vient pas de l'autre. Tout ne venait pas de mon ex-mari. Si mon ex-mari m'a fait certaines choses, c'est parce que je l'ai aussi autorisé à faire les choses. Parce que je n'ai pas su dire stop au nom de, j'ai envie de dire, comment je peux expliquer ça, de règles que la société a bien voulu aussi nous imposer. Il faut que tu sois mariée ou maillée, restez là ma fille. Quimbe, quimbe, quimbe. Ah mais oui, d'accord. Mais bon non, moi j'ai refusé de tenir. Et j'ai surtout décidé de me choisir, de vivre, de vivre. le fameux stop imposé par ton corps dont tu parles, il Oui. est arrivé quand? Alors ce stop est arrivé en... Alors je suis revenue de Nouvelle-Calédonie en 2010. J'ai entamé ma procédure en 2011 et ce stop-là est arrivé en 2012, donc 3 ans avant la prononciation du divorce. Donc c'est mon cœur qui m'a dit gentiment, eh ben écoute, il faut que tu arrêtes.
petite ischémie coronarienne. Alors, pour ceux qui nous écoutent, ischémie coronarienne, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est... Comment expliquer ça? C'est quand le cœur, à un moment donné, s'arrête pendant un certain temps. Alors bon, techniquement, le cardiologue sera plus à même d'expliquer, hein. Donc moi, on m'a posé un Ça s'est holter traduit et comment? Tu t'es debout, t'es tombé? tu sens rien. En fait, tu sens rien. Oui, tu as des fois des... Moi, comment ça s'est passé, c'est que dans mon lit, j'étais couchée, j'avais l'impression que je m'enfonçais, que je partais. Je partais. J'avais pas le... Comment expliquer ça? C'est pas comme quand on a un vertige, où on a l'impression de voir... Que tout Non, tourne et tout, etc. on sent que On part. on s'en va, on part, on s'enfonce, mais on ne sait pas où on s'enfonce. Et ça a été le signal, en fait. Ça a été ça. C'est un jour, ben oui, j'étais couchée, je m'en souviens encore. Et là, j'avais l'impression, mais de partir, en fait, d'avoir le Tu étais toute sentiment seule? de... Ben, si, j'étais seule quand ça m'est arrivé, parce que c'était après séparation. Mais comment tu as fait pour sortir de cet état? Parce que tu es devant moi aujourd'hui, si tu veux. Ah non, j'ai dormi, j'ai fait comme si de rien n'était, Oh, moi. purée. Mon- J'ai dormi, il n'y avait rien. Je me suis dit, tu es juste fatiguée, tu fais la route, parce que bon, faut savoir que pendant cette période, j'ai perdu aussi mon poste à la gendarmerie de Saint-Claude, puisque je suis originaire de Basse-Terre. Donc j'ai perdu ce poste et j'ai été réaffectée au camp du Gommier. Mhm. Donc il fallait que je fasse Saint-Claude, le camp du Gommier tous les jours, réveil le matin à 4h30, quitter ma maison à 5h pour ne pas prendre les embouteillages de Capesterre, laisser mes enfants. Je voyais pas mes enfants pendant 24 heures, des fois, parce que ben, ils dormaient quand je partais, et puis quand je rentrais, ben, ils dormaient déjà. Donc du coup, ben oui, avec ce rythme-là, plus au travail, quelques soucis, parce que j'ai des collègues qui ont pété un câble et qui se sont retrouvés en arrêt, donc je me suis retrouvée à avoir un service sur les bras toute seule. Mais comme, encore une fois, superwoman, hein, elle n'a pas de problème, elle. Hein, un divorce, bon, ok, d'accord. La route qu'elle fait, non, elle a une super voiture, donc ça va, elle est en sécurité, même si elle a peur de la route en Guadeloupe, mais c'est pas grave, elle va quand même y arriver. Et à un moment donné, mon corps m'a dit, non, mais attends, tu t'infliges des choses, c'est pas normal. Donc ce soir-là, tu t'es dit, oh, je m'en vais. Mais bon, c'est pas grave, je vais faire dodo. Allez hop, on va faire dodo. Oui, je me suis dit Comment ça. tu as pu mettre un mot sur ce qui t'est arrivé? L'ischémie. Eh ben, c'est simple, c'est que ben, j'ai la chance d'avoir dans la famille un médecin. Donc, quand ma mère s'est rendue compte que j'étais excessivement fatiguée, je lui disais, maman, je suis fatiguée, je comprends pas. Je me suis reposée, mais j'arrive pas à sortir de mon canapé. Moi, je suis une femme, je vais à 2000 à l'heure, moi, hein. Donc là, ça commence à m'énerver de ne pas sortir de mon canapé. Et puis, il a fallu quand même que mes enfants disent à leur mamie, mais maman va pas bien. Et ben, forcément, ma cousine est montée. C'est là qu'elle a dit, non, mais tu as un problème, quoi. Ton cœur au repos bat trop vite. Il bat trop vite. Et donc, un cœur qui bat trop vite au repos, on sait bien ce que ça fait sur les artères. Absolument. Et c'est ça, en fait. C'est que mon cœur battait trop vite, mais moi, je m'en rendais pas compte. Hein, parce que bon, je suis toujours à 2000 à l'heure. Donc, tant qu'à faire, mon cœur, il va à la même vitesse que moi. Hein. Et donc, du coup, bah ouais, sauf qu'à un moment donné, le corps, il m'a dit non, tu vas aller à zéro de tension. Et puis, ben, mon cœur, lui, il a continué à la 2000 à l'heure. C'est le rythme que je lui ai toujours donné. Il peut pas faire autrement. Puis, de toute façon, c'était la façon aussi à mon âme de me dire tu vas pas bien. Il fallait bien que mon âme trouve une façon de me dire ça va pas. Ben, elle a choisi le cœur. Pourquoi le cœur? Il m'a fallu que je me pose. Ben oui, tu t'aimes pas suffisamment, ma fille. C'est pas possible que quelqu'un qui s'aime puisse s'infliger autant de choses. Donc ça s'est matérialisé comme ça, avec un arrêt, ben forcément, de longue maladie. Ouais, ouais, de longue maladie. Oui, ça va bien. Hein. J'étais déjà un petit peu artiste. Hein. Bon, le terme artiste, je ne l'aimais pas à l'époque. Aujourd'hui, je l'utilise. Mais j'étais déjà une passionnée donc, du sable. Donc forcément, je suis allée dans ce que j'aimais le plus, le sable. Ça m'a apaisée. Tu as été arrêtée pendant combien de temps? Alors, j'étais censée être arrêtée pour, en fait, 1 an. Hein. Oui. Ah oui, quand même. Ah bah oui, parce qu'il fallait faire tous les examens. Bah oui, là, tu pars dans un truc avec la scintigraphie qu'il faut faire. Puis tu pars sous traitement, donc ton corps n'est pas habitué à prendre des bêta-bloquants. Donc, bah, à un moment donné, bah ouais, comme tu n'as pas vraiment quelque chose de mécanique, parce qu'en fait, il n'y avait rien de mécanique, il n'y avait pas d'anomalie, il n'y avait rien de tout ça.
Donc, ton corps, quand tu vas lui infliger un bêta-bloquant dont il n'a pas besoin parce que c'est pas ton cœur qui a un problème, c'est toi. Donc, ton corps réagit mal. Donc, d'une tension d'un cœur qui battait vite, il est descendu à je bats plus beaucoup. Oh, purée. Et là, tu commences à te dire, bon, c'est bon. T'es enfermé chez toi, t'as envie de reprendre le boulot, et puis t'as les médecins experts qui te disent, non, madame, non, vous reprenez pas. Ah ouais, ça a duré 6 mois. Hein. Ah, au bout de 6 mois, quand j'ai vu le médecin en fin d'année, j'ai dit, il serait peut-être temps que je reprenne quand même. Vous allez bien? Oh, je vais très bien. J'ai dit, là, je vais péter un câble. J'ai besoin de reprendre mon travail. Donc, me voilà reparti. J'ai repris mon travail, en effet. Et puis, quelques mois après, au travail. Parce qu'il faut savoir, oui. Parce que je suis un peu têtue quand même. Non, sans blague, ça s'entend pas du tout. Un petit peu têtue quand même. Parce qu'il faut savoir que le médecin, donc militaire, qui pendant la période où mes collègues étaient en arrêt et que je devais gérer donc ce fameux service un peu toute seule, il est venu me voir le vendredi pour me dire Laurence, c'est sûr que ça va Non, il est venu me voir le lundi quand les autres ont été arrêtés. Laurence, ça va? J'ai dit oui, mais je vais très bien moi. J'ai dit mais il n'y a pas de problème. Vous êtes sûre? Mais si vous avez besoin, n'hésitez pas si vous sentez que. J'ai dit mais oui, mais ça va aller. Le mercredi, je suis travailler. Laurence, ça va? Oui, oui, tout va bien, il n'y a pas de souci. Le vendredi, ouais, tout va bien. Il m'a dit je vous sens fatiguée. J'ai dit pas moi. Il dit vous êtes sûre? J'ai dit non, mais là c'est le week-end, je vais me reposer, vous inquiétez pas. Mais le lundi, quand il a su que ben ouais, j'ai été Hospitalisé durant le week-end, peut-être? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que le week-end, j'ai été malade. Hein. C'était pas bien. Hein. Mais le lundi, j'ai sauté dans ma voiture pour aller travailler quand même. Et là, je me suis arrêtée en pleine descente à Choisy. Et c'est les gars de la poubelle qui passaient très tôt m'ont vu, les éboueurs et tout, mais ils n'ont pas compris. Ma voiture était en warning. J'ai eu juste le temps de freiner, warning. La chance que j'avais, c'est que j'avais un frein de parc. Donc j'ai freiné, je me suis mise en warning et c'est un pompier ami qui est passé qui me dit ah t'es pas bien? Je dis non je suis pas bien. Et c'est comme ça que voilà je me suis retrouvée le lundi au CHBT sous électrocardiogramme et tout ça quoi. Ah oui quand on était têtu. Superwoman. donc donc du coup ouais j'ai quand même repris le travail. Hein. Mais au mois d'avril au travail ben, j'ai fait aussi un malaise. Et là, c'était différent. Là le médecin militaire à Dignette. Donc, c'était pompier, pour une fois. La déesse était transportée dans un véhicule de pompiers et passait tous les embouteillages de Pointe-à-Pitre. Mais c'était un petit peu moins drôle, quand même, hein, arrivé à l'hôpital, au CHU. Et là, on se dit, ouais, on va faire les enzymes du cœur, une aiguille qu'on pique dans un bras. Hein, et là, on se dit, ok, d'accord. Là, par contre, c'est plus du jeu. Il faudrait peut-être que tu fasses attention. Ouais, et les dégâts quand on est têtu. Oh, mais ça s'est pas arrêté. Hein. En gérant en même temps un divorce et des enfants. Ben, en gérant une procédure de divorce et en gérant des enfants, parce que ils étaient encore à Basse-Terre et moi sur Pointe-à-Pitre à travailler la journée. Alors heureusement que j'avais quand même les membres de ma famille, donc l'entourage. Mon entourage. Être bien entouré. Ma tante surtout, qui m'a aussi élevée quand j'étais petite, chez qui j'ai habité pendant des années. Heureusement qu'elle était là pour gérer les enfants, mais à un moment donné, il fallait que je prenne une décision, parce que c'était plus possible de faire la route comme ça, de laisser mes enfants, de ne pas les voir. C'était plus possible. Donc je me suis mise à 80% pour être là avec mes petits le mercredi. Donc au moins j'avais l'assurance que j'allais au moins les voir le mardi soir. Parce qu'il faut savoir que ma fille qui était toute petite à l'époque, elle dormait pas beaucoup le matin. Comme elle l'avait déjà constaté qu'elle ne me voyait plus, elle se réveillait à la même heure que moi, 4h30. Donc ça a été... ouais. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Donc, ça m'a fait du bien de faire une petite pause, de ne pas travailler le mercredi, continuer. Mais après, j'ai dit non. J'ai dit tant pis, j'avais pas envie de quitter Basse-Terre, parce que je suis née à Basse-Terre, c'est ma région. Et il a fallu que je me résigne à partir, à venir sur Bémao. Et je me suis installée à Bémao en 2014. Donc mon divorce n'était pas encore totalement terminé. Et donc, je me suis installée à Bémao et depuis, je vis sur cette région. Et je crois que c'est là que tout a recommencé.
et où... C'est là qu'on revient au scénario, c'est là que toute l'écriture, Exactement. la nouvelle écriture prend La nouvelle forme. écriture prend forme. Ça a été à Bémao, dans une belle villa, avec mes enfants. Alors, j'ai la chance d'être au ministère des Armées et d'avoir été logée par le ministère des Armées avec une petite contribution pour donc, le loyer. Donc, j'avais une belle villa. C'était vraiment l'endroit idéal avec un manguier, 2 manguiers, en plus un mangue pomme que j'adore, donc j'avais ça. La fleur de tiare qui me rappelait la Nouvelle-Calédonie. Enfin, c'était magnifique. Donc, j'ai, oui, écrit le nouveau scénario là. Et tout est parti de là. Mais il a fallu quand même 4 belles années pour écrire ce scénario, en tout cas l'écrire vraiment, le poser correctement. Puisqu'il y a les procédures, l'après-divorce, c'est pas facile à gérer, surtout quand on a de la pression et que votre ex-mari porte plainte pour X ou Y, parce que j'ai eu ça, me retrouver devant la gendarmerie aussi pour non-représentation d'enfants alors que j'avais pas tort. Ouais. Ah, il est allé loin quand même. Ah, mais très loin. Mais comme j'ai l'avantage que je tirerais de l'éducation que j'ai reçue de ma mère, c'est justement ne jamais baisser les bras et se battre, cet esprit combatif à avoir, mais qui peut aussi nous détruire, malgré tout. Et c'est un petit peu ça aussi qui m'a empêché de m'aimer moi-même, parce que c'est souvent, mais être dans le combat, on lâche pas, voilà, on reste debout, à tout prix. Et puis il faut montrer aux autres qu'on est bien malgré tout. Mieux vaut faire envie que pitié. Là, j'ai fini d'utiliser cette expression. Je crois qu'il ne faut pas avoir honte de pleurer. Il ne faut pas avoir honte de montrer ce qu'on vit. C'est important de montrer ses émotions, parce que la maladie, c'est le mal a dit. Et donc, si on enfouit ses émotions, c'est... Voilà, on peut poser le couvercle, mais un peu comme une cocotte minute, à un moment donné, la soupape. Mais c'est le corps en général qui sert de soupape, et c'est pas bon. Donc, c'est vrai qu'il a fallu que je me batte contre tout ça, que j'ai à justifier de mon statut de bonne maman. Alors qu'en fait, existe-t-il vraiment un statut de bonne maman? Ça n'existe pas. La question que j'allais te poser, ça n'existe pas. Ça mère n'existe parfaite, pas. parce que tu as parlé tout à l'heure de cette envie que tu avais d'être la mère parfaite, mais la mère parfaite n'existe pas. Mais cette envie d'être la mère parfaite, alors je pense que il faut chercher les origines. C'est pas le et les psychologues, je pense, sont bien, parce que j'ai eu l'occasion d'en voir aussi pour poser en fait tous ces mots aussi, pouvoir exprimer ça en toute liberté, sans jugement, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans une société malgré tout qui a tendance à juger très vite le comportement de X ou Y, et ne pas chercher à comprendre le pourquoi. Et donc du coup, c'est vrai que il a fallu que j'adopte cette posture malgré moi pour éviter d'avoir donc des procédures, le jugement des autres qui pensaient que oui, mais elle s'est mariée, excusez-moi de l'expression, elle m'a été au champ pour mailler. Il a fallu que je fasse face à tous ces gens-là après cet échec. Enfin, pour eux, échec. Pour moi, délivrance. Donc, il a fallu, malgré tout, même si c'était une délivrance, mais il a fallu encore que je prouve, alors que j'avais pas à prouver ça aux gens. Il a fallu que je le fasse. Et oui, parce que peur d'aller encore devant les gendarmes, leur expliquer que non, j'ai pas refusé de les donner. Pas du tout. J'ai peut-être mal compris. Est-ce que c'est simple pour tout le monde de lire aussi une notification d'un juge, un jugement? Des fois, il y a des termes qu'on comprend pas forcément. Même si les gens me disent « Ouais, mais là où t'es placé », oui, mais moi, je suis pas la science infuse, quoi. Il y a des domaines que je maîtrise pas. Et donc, pour ça, des fois, on peut faire des erreurs. Mais là, je n'en faisais pas. Donc, je m'entourais quand même, parce que j'étais vraiment entourée de gens formidables. Mon avocat, je lui dirais merci. Ça a été un papa pour moi et pour mes enfants. C'est la première fois que je rencontrais un avocat qui n'était pas là que pour avoir de l'argent, en fait, pour des procédures, mais qui, lui, c'était... Ça existe. Et oui, lui, c'était avant tout, je veux ton bien-être et celui de tes enfants parce que tu le mérites. Parce que j'ai fait des sacrifices. Parce que je ne sortais pas, parce qu'il fallait que j'assure à mes enfants un bien-être,
parce que je les ai mis à l'école privée, parce que je savais que je ne pouvais pas être autant disponible. Donc, quelle est la meilleure structure qui pouvait me les garder quand j'étais au travail? Mais ça a un coût, tout ça. Donc, ça a été des sacrifices et des sacrifices. Et comme j'ai toujours dit, je marcherai en tombe pour mes enfants. Mais mes enfants n'ont rien demandé. Et ils souffraient déjà de l'absence d'un père qui avait oublié que un enfant, ça se construit à deux. Ça... Moi, je ne voulais pas en faire des adultes ou des adolescents frustrés. Donc, ils ont besoin pour leur équilibre d'avoir leur papa et leur maman. Et c'était aussi un autre combat que je menais. C'était prouver à mon ex-mari que, ok, tu n'es plus mon ex-mari. Tu n'es plus mon mari, tu es devenu mon ex. Mais tu demeures toujours, et tu le seras jusqu'à ce que tu fermes tes yeux et même après, le père de mes enfants. Et je suis restée mariée au père de mes enfants. C'est peut-être compliqué à entendre, mais je suis restée mariée avec le père de mes enfants pour le bien de mes enfants. C'est le seul divorce que je n'ai pas signé, c'est celui-là. Le divorce de la mère et du père pour mes enfants. Parce que je voudrais pouvoir regarder mes enfants demain et leur dire « J'ai fait tout ce qui était dans mes possibilités, dans le temps qui m'était donné, pour que vous ayez un minimum, tout en travaillant l'autonomie chez eux. » Donc, gérer ça, gérer la colère, parce que je ne comprenais pas pourquoi, mais ils ne comprenaient pas que nos enfants n'avaient rien à voir là-dedans. Et après, je me suis dit, mais Laurence, tout le monde n'avance pas au même rythme que toi. Tout le monde n'a pas cette chance. Donc, sois tolérante. Et mets-le dans ta bulle d'amour, comme tu dis tout le temps. Je l'ai mis souvent dans une bulle d'amour, même quand je versais des larmes. Donc, ça a été compliqué, ce combat de la perfection. Et puis, je suis une perfectionniste née, forcément, avec l'orgueil qui va bien, des Saint-Ouen et le sale caractère que j'ai hérité des Bretons. Ça fait un espèce de mixte des fois dans lequel on ne s'en sort pas. Et puis finalement, tout ça, c'est tiré sur la corde parce qu'on s'oublie. Donc on enfouit beaucoup d'émotions. Comme je disais tout à l'heure, on met le couvercle jusqu'au jour où la cocotte dit stop. Et à ce moment-là, on a envie d'une seule chose, c'est de se dire, mais choisis-toi. Et tes enfants, tu n'as été qu'un réceptacle qui a été choisi pour les porter. Parce que demain, je donne cet exemple tout le temps. J'ai une amie Nouvelle-Calédonie, Caroline, je pense encore à elle jusqu'à aujourd'hui, et pourtant j'ai quitté la Calédonie en 2010. Elle a perdu sa fille de 16 ans. Elle n'avait pas les moyens de retenir, elle n'avait pas les moyens de faire en sorte que ça n'arrive pas, et pourtant elle a tout fait pour la protéger. Quand le maître de l'univers décide de venir et de récupérer ce qui lui appartient, on n'a aucune chance. Donc, je me prépare pour demain en me disant ça. J'ai eu la chance d'être le réceptacle pour les porter. Donc, je leur donne tout l'amour que j'ai à leur donner. Mais ce sont des êtres individuels tout comme moi. Je n'accepte pas qu'on puisse me façonner. Pourquoi je le ferais avec mes enfants? Je leur donne les valeurs, je leur inculque les valeurs, le respect, la tolérance, l'amour des autres, mais le respect d'abord d'eux-mêmes et l'amour d'eux-mêmes. Je leur inculque ça, mais il faut que j'apprenne à les laisser aussi voguer et faire leur propre expérience, parce que ce n'est que comme ça qu'ils apprendront. Parce qu'il n'y a pas de livre de maman, il n'y a pas de livre de la vie, ça n'existe pas. En fait, mais ça a été pour toi le plus grand apprentissage que tu aies pu tirer de ton divorce, en fait. Ça a été, je crois, je dirais, la plus belle, une des plus belles expériences après celle d'être maman. Franchement, parce qu'on oublie, hein. On est maman, on est très contente, mais on a été maman dans la douleur quand même. Hein. Avant d'être maman, il a fallu passer par la case douleur des contractions. Hein. Ok ? Donc ça, on a tendance à l'oublier. On a envie de faire... Je dis souvent, tu sais, que ce sont des douleurs qu'on oublie vite, parce qu'une femme, elle a été machin, elle souffre, etc. Oui. 10 minutes après l'accouchement, tu dis ça va. Oui. Ah oui. Ah oui, avec le bonheur, oui. Alors voilà. Que 10 minutes avant, c'était waouh. Oui, c'est ça. C'est une douleur qu'on oublie vite. Oui. Qu'on oublie vite. Le divorce, c'est la même des douleurs, hein, très sincèrement. Moi, jusqu'à maintenant, je n'oublie pas la douleur de la césarienne. D'accord. Alors moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir de césarienne. J'ai failli frôler ça, mais j'ai eu cette chance de ne pas l'avoir. Mais mon divorce, je l'ai vécu un peu comme ça. Voilà. Mais la délivrance, vous voyez ? Tu sais, je dis souvent que
il faut des fois, de temps en temps, pour nous ramener un petit peu à la réalité de la vie, passer par des phases comme ça un peu douloureuses. C'est triste à dire, mais certaines fois, je pense qu'on en a besoin pour évoluer. Et aujourd'hui, je ne suis même pas... J'ai arrêté d'être en colère contre les choses. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que la colère fait de nous l'ennemi de nous-mêmes. On est l'ennemi de personne. Et tant que les gens n'auront pas compris qu'on est l'ennemi de personne, que nous sommes simplement l'ennemi de nous-mêmes, eh ben, ils seront toujours dans cette phase où... Alors, c'est pas facile, ça s'apprend. Moi, ce sont les expériences qui m'ont appris, les rencontres. J'ai fait de très belles rencontres et j'ai fait de moins belles rencontres. Mais toutes les rencontres, toutes les personnes qui sont rentrées, toutes les situations que j'ai vécues, en fait, n'ont servi qu'à concourir à ma bonification et à mon élévation. Ça fait agrandir, oui, absolument. C'est tout. Alors, la femme que tu es aujourd'hui, qui a décidé de faire d'elle sa priorité, Oui. réussit-elle aujourd'hui à être sa priorité, même en étant toujours maman? Alors, oui, elle réussit, mais bon, il y a toujours les relents, hein, c'est comme la mère. Hein. C'est pas... Voilà, moi je m'appelle pas Joséphine Ange Gardien, ma baguette magique qui fait que finalement tout ce que je faisais avant, je le ferai plus. Non, je suis une femme épanouie, je le dis aujourd'hui. Je suis une femme épanouie, alors pour plusieurs raisons. C'est parce qu'effectivement, je me suis choisie, donc il y a maintenant 7 ans. Et puis parce que j'ai la chance d'avoir une activité qui me permet de m'épanouir. Chère dame, écoutez-moi bien. Quelles que soient les difficultés que vous pouvez rencontrer, trouvez-vous quelque chose qui pourrait être une caresse à votre âme. Ça peut être n'importe quelle activité d'écriture. Arrêtez de penser à « oui, je ne pourrais pas ». On peut toujours. Ça va prendre plus de temps pour certaines. Ça ira plus vite pour d'autres. Moi, j'ai pas fait l'école des beaux-arts. Je suis autodidacte. Mais je me suis donné les moyens d'aller fouiller dans ma petite mine, là, parce que nous sommes toutes des mines de richesse. Mais on ne prend pas le temps de descendre et d'explorer, en fait, toutes les richesses que nous avons, parce qu'on en détient, quelle que soit la femme que nous sommes, quel que soit l'être, on détient tous des richesses. Il faut aller les chercher, il faut qu'on se donne les moyens. Donc je me suis donné ces moyens-là, et aujourd'hui, c'est vrai que je m'exprime à travers mes totems, mes tableaux. Et pourquoi j'ai choisi le totem? C'est parce que j'ai voulu choisir mon clan, mon propre clan, ma famille, mon clan c'est moi, mon être c'est moi. Donc je m'éclate, oui. Je m'éclate avec Mère Nature, parce que bon, il y en a qui aiment aller crapahuter dans la forêt, marcher, faire des kilomètres. Moi, je ne cours pas après le vent. Mais je me promène dans la forêt au travers de mes totems, parce que je récupère tout ce que la nature rejette, parce que je lui enlève rien, parce que je ne voudrais pas qu'on m'enlève un membre. Donc je ne peux rien enlever à la nature. Je récupère ce qu'elle veut bien m'offrir. Je sublime. Parce que oui, regardez, quand vous n'êtes pas bien, vous femmes, qu'est-ce que vous avez tendance à faire? On se maquille. Pourquoi ne pas sublimer les éléments que Mère Nature rejette? Donc oui, je m'amuse avec ça. Et c'est vrai que ça me fait sourire souvent, parce que des fois je me dis, ah ouais, aujourd'hui t'as pas mis ton petit gloss. Bon, allez, mets-toi un petit peu de gloss, remonte tes cheveux, sois un petit peu coquette de temps en temps. Il y a des jours où on n'a pas envie, il y a des jours où moi j'ai pas envie. Et parce que le naturel est beau, mais sublimer le naturel, c'est encore mieux. Ah oui, puis c'est une preuve d'amour qu'on se fait à soi-même aussi, de s'occuper de soi, de prendre du temps pour soi. Donc essayez de prendre du temps pour vous, quelle que soit la situation. Et se dire que de toute façon, un peu comme quand vous prenez l'avion, parce qu'on prend tous l'avion. Alors au début, quand on part, on décolle de Pôle Caraïbes, là, même s'il pleut, ouais, c'est gris, et puis à un moment donné, on monte tellement haut qu'on se rend compte que finalement, on est en train de voler au-dessus d'un nuage blanc qui en dessous est gris. Mais c'est ça la vie. Les problèmes, c'est ça. Ils sont là, ils sont gris, mais à un moment donné, en prenant un peu de hauteur, ils deviennent tout blancs. J'ai une phrase que j'adore, qui me guide, qui est « Au-dessus des nuages, le ciel, il est toujours bleu. » Mais oui. Et les nuages ne font que passer. Et oui, c'est voilà. Exactement ça. Voilà. Donc, il faut se dire ça. Se dire que les problématiques, elles ne font que passer. Et puis, certaines fois, alors, elles peuvent passer légèrement la première fois. Bon, ok.
Une fois que c'est passé, on a oublié. Puis après, une autre fois, si on n'a pas retenu un peu la petite Et leçon. en général, quand la leçon n'a pas été apprise correctement, on vous la resserre. C'est ça. Mais Alors de la façon vie, un c'est peu ça. plus violente, Exactement. de Mais façon plus appuyée. on va dire crescendo, ça. j'ai envie de dire, c'est plus joli. On va dire crescendo. Crescendo, c'est beaucoup plus joli. Et puis oui, c'est vrai que quand on ne retient pas d'ailleurs, ben oui, je suis en train de passer une phase qui est aussi très compliquée, donc qui est un rappel, quoi. Un rappel, bon, ok. Oui, mais la façon dont tu le vis aujourd'hui, ça n'est pas du tout la Laurence d'il y a quelques années. Ah non. Ah non. Alors, premièrement, moi j'ai appris une chose, c'est à sourire à tout ce qui m'arrive. Même les choses les plus douloureuses. Je souris parce que, en fait, je me parle à moi-même en me disant, mais t'as rien compris? Arrête, quoi. Arrête. Alors, je suis obligée de sourire parce que je me dis, ouais, mais c'est le fait que tu étais un peu têtu qui fait qu'aujourd'hui, la leçon, je sais pas, l'exercice, il revient, mais le pire, c'est qu'il revient corsé. Et là, je pense que, ouais. Ben, qu'est-ce que je fais? Je parle à l'exercice. Hein. J'ai dit, écoute, ok, d'accord, j'ai pas compris, j'ai entendu. Maintenant, tu vas me laisser tranquille. Donc, tu es là, ok, je t'accepte, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, c'est moi qui prends le contrôle. Donc, je vais prendre le contrôle sur toi. Je ferai ce que les médecins me demandent de faire parce qu'on ne peut pas s'asseoir non plus. La médecine nous aide bien. Mais il y a une deuxième chose qui nous aide bien. Et comme je dis, nous avons le pouvoir. Et c'est pour ça que le projet que je mets en place là sur le plan artistique, c'est guéris-toi toi-même. On a le pouvoir de nous guérir nous-mêmes. Donc, il suffit de parler à l'organe qui va pas bien, quoi. Et puis de lui dire, écoute, stop, sans colère, avec beaucoup d'amour. Parce que si on se fâche, c'est pas bon. La colère, c'est pas bon. La colère n'est pas bonne conseillère, de toute façon. Donc, sans colère, dire, non, maintenant ça suffit. Ok, j'ai compris, d'accord, ok, je vais faire en sorte de retenir la leçon. C'est pas sûr qu'on la retienne, hein, puisque j'ai envie de dire, dans ce flot-là de vie, d'activité, de machin, on peut oublier des fois. Mais il faut qu'on garde en mémoire que notre corps saura nous parler de toute façon. En tout cas, s'il faut que je retienne une chose de cet échange avec toi ce matin, Laurence, oui, c'est que tu conseilles aux femmes de se mettre au centre de leur vie et de trouver cette activité, cette chose, je ne sais même pas comment la qualifier, mais qui leur permettra d'être. C'est exactement ça. Mais je dirais mieux, je leur demande de s'aimer. Parce que l'amour, c'est le seul remède à nos maux M-A-U-X. C'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Aimez-vous tel que vous êtes. Vous n'êtes pas là par hasard, vous n'avez pas été faite par hasard avec vos rondeurs, votre côté un peu... Peu importe qu'on ait envie de vous dire que vous êtes une pigrièche, on s'en fout, il faut aimer la pigrièche. C'est ce que vous êtes, aimez-vous. C'est très important. Merci pour cet échange. Hélène, c'est à toi que je dis merci, en tout cas. Vraiment, merci de m'avoir reçue parce que oui, Laurence m'a reçue chez elle parce que oui, elle a un petit problème de santé, parce que oui, elle sourit, parce que oui, elle m'a dit, oh, ben si tu as le courage, tu viens chez moi, tu viens me voir. Et je suis venue et j'en suis vraiment très, très heureuse. Merci à toi de m'avoir reçue. Ah, je t'en prie, c'est toi. Merci à toi et merci surtout à toutes ces femmes qui te racontent en fait leur histoire parce qu'elles ne se rendent même pas compte de là où elles sont, qu'elles nous donnent, en tout cas qu'elles me donnent à moi, la force encore de pouvoir avancer. Parce que quand j'entends certaines histoires, je dis bravo et chapeau aux femmes. Vraiment. Ça me fait du bien d'entendre ça, vraiment. Merci, ça me fait chaud au cœur et c'est pour ça que je leur dis... à toutes et à toi aussi, merci. À bientôt. À très très bientôt, Hélène. Bye. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires pour aider à son développement et puis pourquoi pas être mon invité un de ces jours. En attendant, prenez soin de vous.